Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast Parentem qui est consacré à la question de la fugue chez les enfants et les adolescents. Alors c'est souvent un sujet compliqué et particulièrement éprouvant pour les parents avec beaucoup d'inquiétudes. Et je propose pour cela d'échanger avec Virginie Lepalec et Narimen Sebana qui travaillent toutes les deux pour l'association Moisson Nouvelle. Alors Virginie, vous êtes responsable d'un dispositif très spécifique qui s'appelle le dispositif Au Calme et je vous proposerai de le présenter. Et Narimen, vous travaillez également sur ce dispositif-là auprès de jeunes et en particulier de jeunes qui ont fugué. Ce que je vous propose, parce que c'est important pour les parents de connaître ce type de dispositif, de savoir que les jeunes qui sont en fugue, il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont là pour essayer de prendre soin d'eux, les protéger et puis leur permettre de retrouver un contexte plus sécurisant. C'est que vous puissiez nous présenter ce dispositif. Tout à fait. Bonjour et puis merci de prendre le temps de nous recevoir sur un sujet qui nous préoccupe au quotidien dans le cadre de notre mission de protection de l'enfance. Donc moi, je suis responsable effectivement sur un dispositif qui s'appelle le DAP Equinox. J'ai en charge le dispositif Au Calme et une MEX de jeunes filles qui ont, on dit, à profil complexe. Alors peut-être juste pour les parents qui nous écoutent, le DAP, c'est le dispositif d'appui, d'accompagnement à la parentalité. Tout à fait. Juste pour qu'on soit tous OK. C'est ça. Alors effectivement, donc le dispositif Au Calme, il a été créé fin 2023. C'est un dispositif qui est expérimental encore et innovant. C'est un dispositif qui est voué à accueillir donc des jeunes filles et garçons. Alors pour le moment, nous n'avons que des jeunes filles âgées de 13 à 18 ans qui sont en situation de danger avéré, qui nous sont orientés donc par le département. On a un travail, une collaboration très importante avec le département, donc l'aide sociale à l'enfance. Le profil des jeunes, en fait, ce sont des jeunes filles donc âgées de 13 à 18 ans qui sont qui commencent souvent par des fugues et qui à un moment donné ces fugues vont s'orienter vers de l'errance et donc on est sur du danger avéré et malheureusement elles peuvent être victimes à un moment donné d'exploitation sexuelle. Donc c'est la particularité du dispositif Au Calme, c'est qu'on est sur un public vraiment en errance, que nous accueillons de manière inconditionnelle. Ça veut dire que les jeunes filles peuvent être accueillies à tout moment, être écoutées à tout moment, nous contacter. Il y a un travail très important avec les familles, puisque il nous arrive des fois de ne pas voir les jeunes filles pendant plusieurs mois. Et pour autant, tout ce travail autour de, nous on appelle ça de la guidance parentale, puisqu'au niveau du service, pour préciser, donc j'ai des professionnels du milieu éducatif, j'ai une infirmière et une coordo, mais effectivement, les parents ont... Non, j'ai perdu le fil. Il y a toujours un interlocuteur justement pour les guider pendant cette période difficile, parce qu'on a pour illustrer, on a des situations effectivement de jeunes filles qui sont orientées sur notre service, qui ne sont pas là, où on n'a pas accès justement à elles parce qu'il n'y a pas de retour depuis plusieurs mois. Pour autant, il y a un travail d'accompagnement de ces familles qui doit être fait parce que eux, ils sont encore là dans le quotidien avec l'absence de cet enfant. Et il faut être accompagnés, soutenus et guidés, leur donner des ressources aussi et leur montrer qu'ils sont soutenus dans cette période difficile. L'orientation, juste, elle est... Moi, je le sais, mais c'est pour... Oui. Est-ce qu'un parent peut vous appeler, vous contacter? Est-ce que c'est un juge des enfants qui donne l'alerte? C'est juste pour que les parents puissent savoir. Alors non, le parent peut pas nous contacter. Pour le moment, on n'est pas sur... en tout cas, c'est pas comme ça qu'on est repéré. Là, c'est vraiment une saisine du département. Et après, on a une orientation qui est actée donc, par un jugement. Sur une durée de 3 à 6 mois qui peut être renouvelée. Alors, on a des parcours qui sont plus longs parce qu'effectivement, 3 à 6 mois, c'est pas grand-chose quand on a des jeunes fugueurs qui sont dans des situations d'errance permanente. Il faut pouvoir établir le lien. Et le plus long, finalement, c'est d'établir le lien, de maintenir le lien. Et donc, des fois, on a des dérogations qui sont possibles. Est-ce qu'un parent qui appellerait le 119 ou qui ferait une information préoccupante, parce qu'on peut le faire en tant que parent,
pourrait, avec tout le cheminement des dispositifs, solliciter un dispositif tel que le vôtre? Le cas sur une situation. Voilà. Sur la parallèle, oui. Ouais, sur de l'information, allez-y. Je fais la parallèle sur une situation qu'on avait. Alors, elle n'a pas contacté directement le 119. Il y avait un suivi, mais qui était de l'ordre administratif, c'est-à-dire que c'est la maman qui a demandé l'accompagnement auprès du département. Donc, il n'y avait pas de juge pour enfants à ce moment-là, qui signalait les comportements à risque de son enfant, c'est-à-dire des fugues répétées qui déviaient vers de l'errance, avec des retours avec des choses matérielles importantes ou de l'argent, donc avec des soupçons de prostitution, effectivement, d'exploitation sexuelle. De ce fait, la maman a eu connaissance de notre service par le biais d'un réseau de parents, avait sollicité notre service. Effectivement, on lui avait demandé de se rapprocher de son assistante sociale et de faire les démarches, ce qui a conduit à l'orientation in fine sur notre service. D'accord. Alors effectivement, on peut à un moment donné guider les orientations. Le développement du dispositif OCAM, puisqu'il y a on est bien repéré sur le département, il y a quand même beaucoup de demandes, ce serait de pouvoir mettre en place des ateliers parents, justement. Donc ça, c'est des choses qu'on va développer assez rapidement. Et après, le travail intéressant qu'on peut faire, c'est aussi orienter les familles, en plus de ce temps d'écoute, puisque souvent, je l'ai fait encore pas plus tard que tout à l'heure. Voilà, il y a besoin que les parents soient écoutés. Il y a une grande culpabilité. Ça, c'est important à prendre en compte. Des fois, il y a de la maladresse. On travaille très bien, nous, avec donc tout ce qui est les forces de police, mais c'est vrai qu'on n'est pas tous formés à cette question. On n'a pas le même objectif de travail. Donc, des fois, il y a de la maladresse et des fois, nous, on doit récupérer aussi ça auprès des familles parce que cette culpabilité, elle est naturelle, mais elle n'a pas. Le parent a besoin d'être réassuré, en fait. Voilà, déjà pour pouvoir rester aussi motivé dans les recherches, réaccueillir l'enfant. C'est vrai que la notion d'accueil, c'est important. Oui. C'est beaucoup de sentiments mélangés pour les familles, de la colère. De l'incompréhension, je n'ai pas élevé mon enfant comme ça, pourquoi il fait ça, et il y a besoin de mettre des mots. Donc, pour revenir, nous, à notre mission, les ateliers parents qu'on pourrait développer, ça pourrait être aussi justement ces temps d'écoute, de guidance parentale. Et après, quand il y a besoin de thérapie, de médiation familiale, on a possibilité, bien entendu, et on oriente sur des partenaires, là, entre autres, sur l'aire toulonnaise. D'accord. Avec toute l'expérience que vous avez de ce type de situations qui sont, encore une fois, j'ai bien notion, singulières pour chaque enfant et chaque adolescent, est-ce qu'en tant que parents, il y a des signes qui peuvent nous alerter? Est-ce que les parents vous font un retour en disant oui, avant qu'il y ait vraiment le passage à l'acte de la fugue, il y a eu des choses qui auraient pu nous alerter? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut repérer en tant que parents? Et la question qui suivra, c'est vous, dans votre expérience, est-ce que vous repérez ce qui pourrait expliquer la fugue? Parce que souvent, les parents sont submergés de questions par rapport à ça. Sur la notion de repérage, d'identifier de manière un petit peu précoce ce qui pourrait conduire justement à la fugue ou ce qui a conduit à la fugue, il y a l'isolement très souvent de l'enfant dans la sphère familiale qui va s'isoler, se mettre en retrait tout en étant dans le foyer, mais s'isoler un peu plus. L'absentéisme scolaire, bien évidemment, qui doit être un signe d'alerte et pas se dire il baisse les bras, il décroche au niveau scolaire, aller pousser les investigations de ce niveau-là. Il peut se passer quelque chose, ou il peut s'être passé quelque chose qui peut le conduire justement à s'isoler et à sortir justement de son quotidien, on va dire. Des conflits, effectivement. Un conflit qu'on peut avoir avec son ado qui paraît lambda, qui n'a jamais eu auparavant, ça peut être aussi une analyse un petit peu précoce d'un changement, quelque chose qui s'opère chez lui par le biais, par exemple, d'un réseau ou de personnes avec qui l'enfant est en lien. Voilà, ça peut être des signes aussi, ou alors la fugue, le mur, comme on peut appeler, comme on appelait ça avant, faire le mur pour une soirée, dire non mais je suis partie à une soirée, ça peut être le départ de quelque chose aussi. C'est quelque chose à vraiment prendre en compte du départ et à vraiment investiguer.
Je pense que voilà, il y a ces éléments-là qui peuvent être assez importants, qui des fois, on se dit c'est l'adolescence, Oui, c'est normal. Compliqué, oui. C'est tout à fait normal. On va minimiser parce qu'il y a le travail de l'adolescence. Toutefois, il est important quand même de rester en veille là-dessus, proche et dans le dialogue. Très important dans le dialogue avant d'être dans la réprimande, même s'il faut reprendre, mais dans le dialogue. Parce que ça peut laisser la place justement à des choses qui se passent dans sa vie et à éviter justement la dérive de la fugue et de l'errance. Moi, pour compléter ce que dit Narimen, c'est vrai que le point commun, c'est quand même la question de la place. La place dans la famille, la place à l'école, la place avec son groupe de pairs. À un moment donné, quand l'enfant est pas bien, en tout cas rencontre des difficultés, on peut tous en rencontrer, des difficultés à la maison, avec les copains, il va se poser la question de l'appartenance, du groupe d'appartenance. Et parfois, c'est pour ça que les parents, des fois, ont du mal à comprendre, mais pourquoi ils fuient pour aller rejoindre ce groupe? Parce que dans ce groupe, finalement, l'enfant s'y sent à sa place à cet instant-là. Et pour autant, des fois, ces jeunes n'ont pas reçu la même éducation. Il y a des comportements déviants, de la primo-délinquance qui peut arriver, alors que finalement, le parent vous dit « mais j'ai pas du tout éduqué mon enfant comme ça, c'est pas mes valeurs ». Et c'est vrai que là-dessus, je reviens sur la réassurance du parent. C'est vraiment l'enfant qui, à un moment donné, perd ses repères. Comme Narimen l'a dit, il y a plusieurs facteurs. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute des enfants, comprendre. Et après, le reprendre au retour du jeune en lui disant finalement, on s'est inquiété pour toi. Et puis dans la rue, qui on peut rencontrer, quoi. Parce qu'à cet âge-là, on a des très jeunes qui peuvent fuguer. La notion de mise en danger, surtout en groupe, finalement, ils se sentent loin de tout ça, quoi. Sauf que le danger, il y est. Moi, dans le cadre de mon activité de thérapeute, et ça m'intéresse de savoir si vous repérez, si vous avez la même expérience. Il y a deux grands types de fugues. Peut-être la fugue impulsive du jeune qui part qu'on peut plus, mais qui est solitaire, qui n'a pas forcément tout bien préparé, mais qui est solitaire. Et celui qui fugue, entre autres dans les exploitations sexuelles, parce qu'il est pris par un réseau où là, il y a vraiment eu tout un travail de sape, du lien aux parents, d'isolement. Est-ce que vous retrouvez ces deux catégories-là ou pas du tout? Oui. Je pense que dans la pratique du quotidien, pour avoir été longtemps en maison d'enfants, c'est très important en tant que professionnel ou parent d'identifier justement et d'être un petit peu formé à ça, à analyser quel type de fugue. Il y a la fugue qu'on appelle, nous, la fugue plaisir, loisir. Je sors avec des amis, je fais le mur, voilà. Je reviens à cette notion qu'on a tous connue du mur. Et la fugue symptomatique, celle que j'appelle symptomatique, qui vient mettre en lumière quelque chose de plus profond et quelque chose qui se passe justement dans son être et avec les personnes effectivement qui sont autour et qui peut s'en servir pour l'isoler. Et certains enfants vont exprimer le besoin de partir, en fait. À un moment donné, la cellule familiale ou le collectif, même si nous, là, on est vraiment sur du petit collectif. Moi, la MEX, elles sont 7 et on a 2 places d'accueil d'urgence. En fait, c'est ce trop-plein de besoins, vraiment un besoin de partir et de retrouver sa singularité. C'est ça. Oui. Donc oui, on retrouve les mêmes caractéristiques. Oui. Et alors justement, parce que pour les parents, c'est pas toujours simple, c'est l'ado qui fait sa crise, c'est la fugue plaisir ou pas. Enfin, les parents, ils sont aussi souvent à la fois dans un état de confusion, de choc, quand ils réalisent que le jeune ne revient pas et qu'il y a le mot fugue, alors qui est très connoté négativement, parce que socialement, il y a peut-être aussi, moi je l'ai entendu de certains parents, des enquêteurs qui sont, peut-être les maladresses dont vous parliez, très culpabilisants à l'égard des parents. Quelle est la première chose à faire si on pense, on réalise, on croit, on est certain que son enfant a fugué? Alors, nous, en tout cas, dans nos pratiques, de toute façon, il faut, si on est sûr que l'enfant a fugué, il faut prévenir la police. Il faut déjà le déclarer, puisqu'ils restent mineurs, ils sont en situation de danger. Alors, dans le cadre de notre mission de protection de l'enfance, nous, on établit une déclaration de fugue. Après, pour le parent, c'est de contacter la police ou la gendarmerie. Ça va dépendre où les parents habitent.
de leur signifier là, effectivement, il faut être reçu par quelqu'un. Le mieux, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et ça, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que c'est important pour les forces de l'ordre aussi de prendre le temps. Parce que chaque parent, on fait pas exprès qu'à un moment donné l'enfant fugue. Voilà, c'est le parent est très inquiet. Après, nous, on dit souvent, c'est de garder le lien avec son enfant par des SMS, des petits liens du quotidien. Nous, on est quand même sur des fugues du ponctuel, de la sortie, mais on peut être. Donc là, les parents, on les encourage pas à le faire. Mais pour des jeunes filles, par exemple pour le dispositif Au Calme, qui sont plutôt sur des profils errance, là, oui, c'est de garder le lien. Et c'est vrai que l'enfant réagit, et ça veut dire que le parent se préoccupe, s'inquiète pour lui. Être en colère, c'est une émotion et c'est tout à fait entendable, mais le jeune, à ce moment-là, c'est pas ça dont il a besoin. Par rapport au service vraiment Au Calme, parce que nous, c'est des jeunes filles qui sont donc domiciliées dans leur famille. Quand on est appelé ou questionné par un parent justement par rapport à une fugue, quand on est sur des premières fugues, des premiers passages, la première question qui peut se poser, c'est d'aller voir dans la chambre, identifier les affaires qui ont été prises, identifier s'il y a un sac, des affaires. Déjà, ça nous donne une temporalité. Parce que quand on part sur une fugue de 24-48 heures, elle ne s'embarrasse pas d'affaires. Voilà, ça c'est vraiment un repère à faire. Donc là déjà, si on voit qu'il y a un sac qui n'est plus là, le sac de sport qui n'est plus là avec pas mal d'affaires, on peut identifier une fugue assez longue. Et ça, c'est un critère à donner effectivement aux forces de l'ordre. Ça, c'est vraiment, voilà, aller dans la chambre du jeune et vraiment voir, évaluer. Donc, il faut garder son calme, ce qui n'est pas simple pour un parent quand son enfant est parti. Donc, c'est pour ça que je le dis, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais c'est vraiment une première évaluation qui va donner déjà un cadre aux forces de l'ordre. Voilà. Et après, effectivement, la deuxième marche à suivre, c'est les forces de l'ordre, de faire la fugue, de donner un petit peu les lieux repérés qu'on connaît, les réseaux d'amis, effectivement aussi avec des numéros, des réseaux sociaux. Et de l'autre côté, le parent aussi peut investiguer les amis, questionner et être en lien avec son enfant aussi, en envoyant des SMS ou en passant sur ces réseaux. Je leur dis de pas appeler parce que ça sert à rien, il y aura pas de réponse. Mais par contre, le message va être lu. Le message va être lu et il sera quand même ancré. Le message, il sera là. Et le message, il faut qu'il soit bienveillant, en disant voilà, moi j'ai vu que tu es parti, je pense que tu vas mal. Moi, je suis là, je t'attends. N'hésite pas si tu as besoin, jour comme nuit, je peux venir te chercher n'importe où tu seras. C'est dans les grandes lignes, ça paraît très poétique. C'est hyper important ce que vous dites. Mais c'est très important et sécurisant. Voilà. Mais je leur dis toujours, ça paraît très facile quand je leur dis aux parents, voilà, c'est très poétique, mais c'est une réalité parce qu'il y a un message bienveillant et c'est lu. C'est lu, donc c'est ancré en eux et à un moment donné, et on l'a vu à l'usage, que oui, finalement, il va interpeller son parent en disant voilà, je suis à tel endroit. Si les parents ne sont pas en mesure, ils nous appellent et on y va. Mais voilà, le message est passé. Donc ça peut être dans les 24-48 heures ou même une semaine après. Mais en tout cas, c'est passé et il y a quelque chose qui est entendu par l'enfant. C'est hyper important ce que vous dites parce que les parents, ils sont pris par l'émotion, ils peuvent avoir beaucoup de colère, mais la colère, elle est souvent à la hauteur de l'inquiétude qu'ils peuvent avoir. Et puis des fois, il y a des jeunes qui fuient, qui ont volé des affaires. Enfin, il y a aussi toute cette dimension-là qui est pas toujours simple. Donc, on pourrait être tenté d'envoyer un texto, un message, surtout ça court-circuite beaucoup les messages textos, sous le coup de l'émotion. Et peut-être dire aux parents, moi je fais souvent ça, je leur dis, envoyez-vous à vous-même d'abord le message, pour voir l'effet que ça fait. Puis des fois, on se lâche un peu pour pouvoir être disponible après avec un second message du type de ce que vous transmettez où il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de reproche. Il y a cette idée, je suis là. Tu peux compter sur moi, je suis là. C'est ça. Et c'est vrai que quand on récupère, quand on est appelé par la police, on va récupérer le jeune. Il y a aussi cette dimension quand on le retrouve, le jeune est dans un état parfois malheureusement même dissocié, parce que ce qu'il a vécu est compliqué. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il a vécu. Donc moi, je préconise vraiment, je l'ai vécu samedi dernier avec une jeune, un temps de pause en fait, de calme dans la voiture, sans reproche, et je trouve que c'est important pour le jeune parce que souvent il y a de la fatigue, de la confusion.
Ça peut aller, donc, comme je vous dis, jusqu'à la dissociation, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la dissociation, c'est pour aussi se protéger des actes extérieurs, de toute cette insécurité que le jeune a pu vivre. Et ensuite, petit à petit, je trouve qu'on le repère à un moment donné dans la posture du jeune, où voilà, les yeux vont un peu s'éclairer, les regards vont se rencontrer, et là, on peut commencer un peu à discuter. Mais je pense c'est certainement plus dur, et notamment quand on est parent, d'accepter ce temps où le jeune, il a besoin de cette transition. Je sais pas, ça doit se nommer, mais oui, voilà, c'est une forme de transition. Un sas, quelque chose. C'est ça, tout à fait. Et ça, je le conseille parce qu'il faut du calme. Il y a, de toute façon, en général, elles sont très fatiguées monter en train. Oui, il ne faut pas être en quête de réponse immédiate. En tant que parent, il faut faire le deuil de cette réponse immédiate sur toutes les questions qui se posent. Toutes ces questions qui se posent, effectivement, parce qu'il n'y aura pas de réponse immédiate ou des réponses qui seront... on nous donne la réponse qu'on a envie d'entendre. Oui, tout à fait. Et on n'aura pas des vraies réponses. Donc, effectivement, ce sas de réaccueil, on va parler du réaccueil, de comment je vais venir, comment je vais le réintégrer à la maison, le laisser se poser et évaluer à quel moment je peux engager justement cette discussion et de quelle manière je vais l'engager aussi. Oui, je trouve que le non-verbal, en plus les parents connaissent bien nos enfants, donc le non-verbal est intéressant. Observer comment l'enfant va être dans sa posture petit à petit, et en général on sent quand c'est le bon moment en fait. Et se rappeler que c'est un passage à l'acte, la fugue, et donc c'est comme l'a dit Narimène tout à l'heure, on est sur, il y a du mal-être à un moment donné. Donc ce mal-être, on doit être en capacité, et c'est compliqué, mais c'est un travail à faire. Voilà, sur l'entrée en communication. Là, on est vraiment sur le b.a.-ba de la communication. Mais il y a un b.a.-ba qui est fondamental, mais souvent quand on est parent, il y a ce craquage, cette rupture, on n'a plus nos repères, on ne sait plus trop, et on peut. C'est ça, c'est ce que disent les parents. J'ai suivi une jeune fille qui a été prise dans tout un réseau d'exploitation sexuelle, qui est revenue à domicile, qui est repartie, etc. Et les parents disaient, on ne sait plus faire, et puis ils vivaient avec cette peur du quotidien, on dit rien, et si on dit quelque chose, elle va à nouveau recommencer. Comment on peut accompagner les parents avec cette inquiétude-là, qui des fois est plus qu'une inquiétude, une angoisse de ça va recommencer? C'est vraiment des choses que l'on retrouve sur le terrain avec les familles, effectivement. Quand les jeunes sont partis un certain temps et reviennent, effectivement, c'est là où on va les accompagner, parce que du coup, les parents, c'est là où ils viennent nous interroger, en disant mais je fais quoi en fait? Parce que si je la laisse se réinstaller comme ça, comme si de rien n'était finalement, il s'est rien passé, alors que je sais vraiment ce qu'elle a vécu. Des fois, ils sont sur les sites, ils voient des choses qu'aucun parent ne devrait voir. Voilà. Pour être très, très, très clair, c'est très compliqué. Et si ils disent et qu'ils se mettent dans une posture parentale, qu'ils viennent questionner, qu'ils viennent reposer le cadre, etc., pour la sécurité de leur enfant, effectivement, ils ont peur de la fuite. Donc, ils se trouvent dans une position un peu de soumission, disant on n'a plus de place en tant que parent. Et on est victime aussi, finalement, de cette exploitation. Ils sont aussi victimes, puisqu'ils ne peuvent plus prendre soin de leur enfant et le protéger. Donc, effectivement, c'est très difficile. Là, c'est vrai que la différence avec un parent lambda qui n'a pas de suivi, effectivement, comparé à nous, on vient faire tiers. Et si un mauvais objet, finalement, ça peut être nous. Mais du coup, le parent, il reste un petit peu dans la bonne boucle, j'ai envie de dire. Voilà, il reste préservé au niveau de son enfant. Mais on vient accompagner. Alors, des fois, ça peut être nous, on y va seul et on commence un petit peu avec toujours cette posture d'écoute et bienveillante en disant qu'on s'est inquiété, qu'on reste attentif et ouvert à la discussion pour savoir s'il y a des besoins par rapport à cette fugue, notamment au niveau de la santé, que ça peut être fait par un tiers et pas directement avec nous si elle ne souhaite pas en échanger avec nous. Et cette façon de procéder fait qu'on est sollicité, qu'effectivement, il peut y avoir le médecin qui vient faire le vie ou l'infirmière du service, et après, finalement, on rentre dans la boucle au fur et à mesure. Pour un parent, effectivement, ça peut être plus compliqué. Il y a la boucle, j'ai des parents qui se servent effectivement de la boucle du médecin, qui va, il faut que tu ailles voir un médecin, ça fait longtemps, et ils arrivent petit à petit à se servir de ce levier-là, ou par le tiers des amis, parce que des fois, finalement, ils se mettent amis avec les
les jeunes filles qui partent avec elles finalement en fugue, ils cherchent ce levier-là. Mais c'est très délicat d'arriver à jauger à quel moment on peut et qu'est-ce qu'on doit dire ou ne pas dire, effectivement. Moi, je conseillerais, on est sur le prendre soin d'eux. Vraiment, quand le jeune revient, l'enfant, c'est parce qu'en plus souvent, pendant plusieurs jours, il y a eu les enfants reviennent dans des états quand même. Ils n'ont pas dormi, ils se sont pas lavés, ils n'ont pas mangé. Donc on est vraiment sur des besoins primaires en fait. Et ça, une fois qu'on y a répondu, on peut commencer à penser aux médecins. Parfois, quand même, il faut aussi le dire, et les parents le vivent, il y a des produits, les jeunes vont revenir, elles ont pris des produits, donc soit de la drogue ou consommation d'alcool, des toxiques, etc. Alors, il faut pouvoir l'évaluer. C'est sûr que si on retrouve le ou la jeune dans un état second, il faut déjà prioriser le soin. Mais sinon, on est vraiment sur, pour moi, le prendre soin, c'est ce qu'on fait quand elle rentre. Il n'y a pas de, on confisque pas le téléphone. En tout cas, c'est des débats qu'on a eu au niveau de l'équipe, mais effectivement, c'est être au plus près et le prendre soin. Le temps, il a filé, mais vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez transmis. Moi, ce que je retiens, c'est se prendre soin du jeune, mais que les parents puissent aussi s'autoriser à prendre soin d'eux-mêmes, parce que c'est un vrai choc, c'est un cataclysme, c'est très bouleversant, et il va falloir qu'ils soient suffisamment disponibles pour pas être totalement effondrés, et pas totalement distanciés de rejet pour se protéger. Donc c'est un équilibre qui est pas facile, surtout quand il y a des fratries, ça on le sait. Et des espaces comme le vôtre, je trouve, sont extrêmement précieux pour ces parents, pour pas être seuls. Et dire aux jeunes qu'il n'est pas seul, mais dire aux parents qu'ils sont pas seuls aussi, je pense que c'est très précieux. Merci beaucoup à toutes les deux. Je sais votre emploi du temps très chargé, donc un merci d'autant plus et belle suite et à votre dispositif, en tout cas pour ces jeunes et ces parents. Merci beaucoup. Merci pour ce temps d'échange.